Constance Le Gris, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de la 6e circonscription des Hauts-de-Seine et vous venez d'être renommée à la tête du groupe d'études sur l'antisémitisme de l'Assemblée nationale. Merci de nous recevoir ici dans la salle des Pas Perdus. Et on tenait à vous rencontrer alors que demain vont s'ouvrir les assises de la lutte contre l'antisémitisme et qu'on est aussi à la veille des 19 ans du meurtre barbare d'Ilan Halimi. Depuis 19 ans, en France, 10 personnes ont été tuées parce que juifs en France. Depuis le 7 octobre, les chiffres de l'antisémitisme sont absolument effrayants. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, on est face à un constat d'échec dans la lutte contre l'antisémitisme en France ? En tout cas, on est très clairement face à une situation absolument tragique, absolument intolérable, celle, vous l'avez évoqué, de l'explosion des actes et propos antisémites dans notre pays, tout particulièrement depuis l'attentat terroriste islamiste du Hamas du 7 octobre 2023. Alors, il se trouve que dans d'autres pays européens se manifeste également cette croissance exponentielle, mais cela ne me rassure en rien, bien au contraire, et en tout cas, dans la République française, telle que je la conçois, telle que je la vis, telle que je l'idéalise peut-être, tout acte, tout propos antisémite est non seulement bien évidemment un délit, je rappelle que l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit, mais surtout une tâche noire, une tâche sombre, une tâche intolérable sur nos valeurs et notre blason républicain. Constat d'échec, force est de constater que l'heure est vraiment venue de sonner le tocsin. Alors, je ne suis peut-être pas la première personne à le dire. Vous avez mentionné qu'effectivement, demain, jeudi 13 février, s'ouvre une nouvelle séquence des assises lutte contre l'antisémitisme voulue par la ministre Aurore Bergé, parce qu'en réalité, il y a quelques mois, elle avait déjà commencé à initier, mais la dissolution est venue arrêter tout cela, des premières rencontres entre des associations, des mouvements, des fondations, des syndicats, des organisations engagées dans la lutte contre les racismes et particulièrement dans la lutte contre l'antisémitisme dans notre pays. Demain, c'est un autre coup de projecteur, c'est un autre regard qui va être donné à l'occasion de ces assises contre l'antisémitisme. J'espère que nous ne serons pas amenés à faire un constat d'échec. Encore une fois, même s'il faut tirer plus que l'alarme, les sonnettes d'alarme, c'est véritablement le tocsin qu'il faut sonner dans notre pays. Mais je crois toujours en la capacité des républicains, de tous les vrais républicains, à opérer un sursaut, un véritable réveil, un véritable sursaut contre cette haine anti-juive, contre la haine antisémite. Vous parlez de sursaut, mais on a l'impression que la prise de conscience, elle a eu lieu quand même il y a plusieurs années. Les responsables communautaires, les associations de lutte contre l'antisémitisme l'ont constaté, ils le disent. Oui, la parole publique pointe du doigt l'antisémitisme, mais on a du mal à passer des paroles à l'acte aujourd'hui. Alors, la parole publique, la parole des autorités, de plusieurs membres des gouvernements successifs qui se sont succédés, des hautes autorités associatives, intellectuelles, des responsables de culte, bien sûr, et d'un certain nombre d'autres organismes qui participent du débat démocratique et qui sont appelés à s'exprimer régulièrement sur la place publique, oui, incontestablement. Et puis il y a eu surtout la reconnaissance par la France à travers d'une part le discours du chef de l'État lors d'un dîner annuel du CRIF, mais ensuite à travers le vote de 2 résolutions parlementaires, l'une à l'Assemblée nationale en 2019, l'autre au Sénat en 2021, la reconnaissance par la France, donc par le chef de l'État et par le Parlement, de la définition opérationnelle de l'antisémitisme telle que la donne l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, cette working definition qui définit très précisément, très concrètement, très opérationnellement, d'une manière très détaillée, toutes les formes d'antisémitisme, y compris
celui qualifié dans cette définition de véritable antisémitisme contemporain, y compris donc la négation du droit d'Israël à exister en paix et en sécurité, et l'essentialisation, la stigmatisation de nos compatriotes français de confession juive à la politique de l'État d'Israël et la politique de tel ou tel gouvernement israélien. Mais force est de constater que le constat il est partagé par beaucoup de responsables, par beaucoup d'autorités, entre guillemets, qu'elles soient publiques, religieuses, intellectuelles, universitaires, dans notre pays, qu'il existe quand même toujours sur les réseaux sociaux, dans un certain nombre de segments d'opinion, peut-être même dans telle ou telle famille politique, un véritable déni de réalité, une difficulté à appréhender ce qu'est la réalité de l'antisémitisme dans toutes ses formes, dans toutes ses manifestations dans notre pays. Donc je pense que même s'il y a des chiffres incontestables qui sont donnés régulièrement par les ministres de l'Intérieur, que aussi bien les gardes des Sceaux que les ministres de l'Intérieur disent la réalité chiffrée, et elle est effrayante, et elle est encore une fois pour tout vrai républicain, tout vrai humaniste, absolument intolérable, et une tâche encore une fois sur nos valeurs républicaines et nos valeurs humanistes. Mais je crains qu'il y ait encore beaucoup d'endroits de la société française, et pas que les réseaux sociaux et un certain nombre d'associations ou de communautés qui sont loin du constat. Ça ne rend pas la chose plus facile à combattre, au contraire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, comme le propose le président de la LICRA ou comme le propose le président du CRIF, il faut faire de la lutte contre l'antisémitisme une grande cause nationale ? Alors, dans l'esprit, bien évidemment, et on devrait mettre la lutte contre toutes les formes d'antisémitisme on top of the agenda, en quelque sorte. Alors, il se trouve que grande cause nationale, c'est voilà, un concept qui se décline année après année, et ça fait plusieurs années que les grandes causes nationales sont décrétées, décidées par l'exécutif, très souvent le gouvernement d'ailleurs, quelquefois même directement le Premier ministre, assez longtemps à l'avance. Et vous le savez, l'année 2025, et c'est pas un choix qui vient de sortir du chapeau, a été décrété année de la santé mentale. La grande cause nationale de l'année 2025, c'est la santé mentale de nos compatriotes. Mais sur l'esprit, oui, appeler à ce sursaut républicain, ce sursaut humaniste, se dire que partout, dans la police comme à l'école, à l'université, comme dans l'appareil judiciaire, sur les réseaux sociaux comme dans les partis politiques, dans les journaux comme dans le sport. Partout doivent être décrétés l'heure du tocsin et ce sursaut républicain. Oui, bien évidemment, ça je le souhaite, et ce que nous appelons de nos voeux, plusieurs d'entre nous, ce que la ministre Berger dira certainement. Par-delà même la formule grande cause nationale, oui, ce réveil, entre guillemets, total, global de tout le monde, cette mobilisation totale, elle doit maintenant intervenir très vite, de tous et de toutes, partout. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la définition de l'antisémitisme qui a été adoptée par le Parlement, mais des membres de votre famille politique, je pense par exemple à Madame Yadan, a déposé une proposition de loi dont je suis co-signataire. Dont vous êtes co-signataire. Tout à fait, il y a quelques 100 co-signataires. C'est une proposition de loi. 90, dont des socialistes aussi. Oui, assez transpartisane, oui, c'est ça, tout à fait. Et donc ça veut dire que vous considérez aujourd'hui que le Parlement doit se saisir de cette question pour revoter une nouvelle définition, une définition renouvelée de l'antisémitisme, avec la pénalisation par exemple des appels à la destruction d'Israël ou l'apologie du Hamas. En tout cas, c'est une réflexion que nous avons souhaité conduire ensemble, dont l'initiative revient à Caroline Yadan, et nous ne nous interdisons pas du tout de voir si sur le plan législatif, dans l'arsenal législatif français actuel, il manque ou pas des éléments, s'il y a des chaînons manquants en matière de définition de l'antisémitisme, en matière de répression accrue, en matière de mise en place de modalités plus opérationnelles pour lutter partout dans toutes les strates de la société, à tous les endroits de la
société contre l'antisémitisme et la haine anti-juive. Il y a effectivement la proposition de loi de Caroline Yadan dont vous parlez, dont j'espère qu'elle sera, parce qu'elle est très largement co-signée, très transpartisane, un jour portée dans le cadre de telle ou telle semaine de travail de l'Assemblée nationale à l'ordre du jour de nos travaux. Je pense qu'elle a plusieurs éléments, mais dont celui effectivement de définir toutes les formes d'antisémitisme renouvelées et appeler à la destruction d'un État souverain, appeler à la destruction de l'État d'Israël. Nous semble être dans la droite ligne de ce qu'est la définition opérationnelle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, à identifier clairement comme de l'antisémitisme, une forme peut-être contemporaine, enfin, qui n'existe que depuis quelques décennies, mais qu'il nous faut maintenant clairement identifier. Il y a d'autres initiatives législatives qui sont en cours en ce moment même au Sénat. Deux collègues sénateurs, membres de la Commission des affaires culturelles, se sont particulièrement penchés sur le sujet de la folle progression des idées, des actes et des propos antisémites dans l'enseignement supérieur, qui est quelque chose qui nous interpelle et nous alarme tout particulièrement, nous les députés également, et je sais que aussi bien Elisabeth Borne qu'Aurore Berger auront l'occasion d'intervenir sur ce thème demain jeudi lors des assises. Mais nos collègues sénateurs sont allés plus loin que s'alarmer, s'inquiéter, faire un constat et se dire il faut qu'on fasse quelque chose. Ils ont déposé une proposition de loi qui a été adoptée en commission des affaires culturelles du Sénat, qui vient dans l'hémicycle du Sénat la semaine prochaine, le 20 je crois de mémoire, et qui essaye d'organiser dans l'enseignement supérieur, dans les universités, dans les grandes écoles, dans tout le secteur de l'enseignement supérieur, des modalités pratiques, des référents plus identifiés, toute une série de mécanismes. Ils ne sont pas dans la répression, ce n'est pas une proposition de loi de nature pénale, c'est une proposition de loi, je dirais, de nature organisationnelle pour muscler le secteur de l'enseignement supérieur dans sa détection, sa prévention et sa lutte contre l'antisémitisme. Vous le savez, il y a eu quelques années la mise en place de référents dans les universités et les grandes écoles qui voulaient bien le faire. Ça a été une politique initiée par le ministère de l'enseignement supérieur, des référents en charge d'être référents, comme leur nom l'indique, pour toutes les atteintes discriminatoires, racistes et antisémites. Alors il y a un réseau de référents. J'ai eu l'occasion de voir à l'œuvre à plusieurs reprises, y compris en me déplaçant il y a quelques mois avec la ministre de l'Enseignement supérieur et des universités de l'époque, Sylvie Retailleau, à Nanterre, université où il se passe souvent des choses déplaisantes, n'est-ce pas ? Et y rencontrer le référent qui, entre autres choses, est référent pour les étudiants qui ont à dire quelque chose, qui sont victimes ou qui veulent dénoncer de l'antisémitisme dont ils seraient eux-mêmes victimes ou qu'ils auraient vu quelque part dans un cours, dans un amphi, en graffiti dégueulasse sur les murs, etc., etc. Mais ces référents ne sont pas spécifiquement dédiés à la prévention et la lutte contre l'antisémitisme. Donc l'une des idées de la proposition de loi que portent nos collègues sénateurs, c'est d'identifier clairement en considérant que l'antisémitisme, c'est pas une discrimination parmi d'autres, pardon d'avoir l'air de dire les choses un peu simplement, c'est pas un racisme comme les autres, il y a quelque chose de très spécifique, de très particulier qui est historiquement et culturellement malheureusement fort bien documenté dans cette haine anti-juive très particulière qui, au jour d'aujourd'hui, dans la France de 2025, prend de plus en plus le faux nez, entre guillemets, de la haine de l'État d'Israël. Dans le sentiment aujourd'hui de la communauté juive de France et de nombreux de nos compatriotes, il y a aussi ce sentiment d'abandon qui vient du plus haut sommet de l'État. Beaucoup reprochent l'action du président de la République de ne pas avoir été marché contre l'antisémitisme, d'être parfois très virulent envers la politique de l'État d'Israël après avoir s'être montré très amicale juste après le 7 octobre et malgré le fait d'avoir organisé le 7 février un hommage national pour les victimes françaises de ces attentats. Aujourd'hui, beaucoup disent Emmanuel Macron ne nous comprend pas, ne nous regarde pas et ils se sentent abandonnés. J'entends tout à fait ce que vous dites.
Ce sentiment d'abandon, ce sentiment de solitude, je l'entends, je l'ai entendu, je sais qu'il s'exprime. Beaucoup de mes compatriotes dans ma circonscription, à Neuilly ou à Puteaux, qui sont de confession juive, m'en ont fait part, continuent à m'en faire part. J'étais à une manifestation il y a quelques samedis soirs, il y a 3 semaines à peu près, au Trocadéro, un samedi soir pour rappeler, c'était avant la première séquence de libération des otages du Hamas. L'anniversaire de Kfir Bibas. Voilà, vous avez raison, c'était l'anniversaire de Kfir Bibas, mon Dieu. Et je sais que dans les prises de parole qu'il y a eu de la part d'un certain nombre de personnalités, la simple évocation du nom du chef de l'État a été l'objet de huées et de sifflets. Donc tout ça, je le sais, et les reproches particuliers qui sont faits au chef de l'État concernant sa non-participation à la grande marche de la République contre l'antisémitisme et pour les valeurs républicaines, je l'ai parfaitement entendu. Je rappelle quand même que c'était organisé par des très hautes autorités de notre pays, puisque cette grande marche de novembre, de mémoire, elle était organisée à la fois par le président du Sénat, Gérard Larcher, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et que de très nombreuses autorités de toute nature, y compris politiques, gouvernementales, sans parler des très nombreuses cohortes de parlementaires étaient présents, et que le président de la République a fait savoir à ce moment-là qu'il estimait que la place du président de la République n'était pas dans une manifestation. Et je crois que le chef de l'État, qui a régulièrement participé au dîner annuel du CRIF, a à chaque fois eu des discours où il n'y a pas l'ombre d'un commencement d'ambiguïté ou d'équivoque possible, sauf à être particulièrement soit sourd, soit malveillant, quant à son engagement total contre la haine antisémite et contre la haine qui, dans d'autres pays, frappe les Juifs, bien évidemment. Je crois qu'il est de ce côté-là totalement engagé, autant que les plus engagés d'entre nous. Alors après, vous faites référence à des positions en matière de politique internationale et de diplomatie. Mais permettez-moi de le dire. D'abord, ça, c'est le débat géopolitique, géostratégique, de politique internationale qui est absolument passionnant. Moi-même, je me bats quotidiennement, permettez-moi de vous le redire de manière à la fois très humble, mais très déterminée, je me bats tous les jours pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, pour qu'on ne considère pas que les Juifs de France doivent être regardés, stigmatisés, étiquetés, vilipendés et ensuite détestés, attaqués, violentés et haïs en raison de l'acte de Tsahal ou de l'acte de tel ou tel gouvernement. C'est une réalité et c'est de l'antisémitisme pour moi, effectivement, au sens de la définition opérationnelle. Mais je crois qu'on peut tout à fait reconnaître à la diplomatie française et au chef de l'État la légitimité pour prendre des positions internationales. Alors, une fois que je vous ai dit ça, parce que ça, c'est de la géopolitique, c'est de la géostratégie, ça correspond à la place particulière qu'a la France. Il y a une réalité aujourd'hui en France que le chef de l'État n'ignore pas de savoir qu'il y a aujourd'hui, même si vous le combattez, on l'entend, mais il y a aujourd'hui un amalgame entre État d'Israël et communauté juive de France. Je sais bien, mais je vous l'ai dit moi-même d'emblée, et moi je me bats contre cela. Mais donc je ne voudrais pas qu'on considère que parce que le chef de l'État ne prononce pas tous les matins, je vous dis les choses très simplement et de manière assez cash, je ne voudrais pas qu'on considère que parce que le chef de l'État, Emmanuel Macron, ne prononce pas tous les matins des paroles définitives et extrêmement terriblement critiques à l'encontre de tel ou tel chef d'une nation arabe, ou ne prononce pas tous les matins, je ne parle pas là du Hamas, j'ai bien dit chef d'État arabe par exemple, ou ne prononce pas tous les matins des paroles réitérées de soutien total et inconditionnel au gouvernement de Benjamin Netanyahou, qu'il faut pouvoir considérer que son engagement à combattre l'antisémitisme en France, ce qui est de sa responsabilité, soit en train de faiblir. Attention à ne pas... Parce que l'amalgame et l'assimilation, cette essentialisation, c'est un poison total, absolu. Maintenant, une fois que j'ai dit ça et que j'ai posé ce que sont les légitimités
que me semble avoir le chef de l'État, chef des armées, la diplomatie française, etc., etc. Je suis tout à fait d'accord pour considérer que tel ou tel vocable, tel ou tel vocabulaire, telle ou telle expression qu'a pu employer encore tout récemment le chef de l'État ou qui ont été écrits dans tel ou tel communiqué de presse émanant de l'Élysée m'ont fortement déplu. Oui, m'ont fortement déplu, voilà. C'est sûr, parler de barbarie ou parler de calvaire insupportable, des choses comme ça, m'ont semblé, à moi, modeste députée de la République et qui me considère comme une amie d'Israël, mais un ami, ça peut tout dire, n'est-ce pas? Mais ça m'apparaît comme parfaitement inutile et déplacé, et donc blessant. Au début de cette interview, on a parlé de constat d'échec et on fait aussi un constat qui peut être amer aujourd'hui, c'est que de plus en plus de nos compatriotes juifs se tournent vers le Rassemblement national, vers l'extrême droite. Et on a l'impression aujourd'hui que le Rassemblement national serait l'un des partis les plus philosémites de France. Est-ce qu'on n'est pas là aussi face à un constat d'échec politique de se dire qu'une partie de la communauté juive se sent plus défendue par l'extrême droite et par le Rassemblement national? Je constate cette réalité dans les sondages, mais pas que dans les sondages, peut-être aussi dans les résultats des votes dans telle ou telle circonscription à la faveur de tel ou tel scrutin. Je le constate et très franchement, ça me navre. Ça me navre et ça me désole parce que d'une part, moi je n'oublie pas l'histoire. Je sais bien qu'il ne faut peut-être pas vivre en permanence sur des vieilles lunes. Enfin moi je n'oublie pas l'histoire, je n'oublie pas d'où vient le Rassemblement national, ex-Front national, je n'oublie pas qui a présidé à la destination de ce parti politique aux côtés de Jean-Marie Le Pen, des Waffen-SS, un ensemble de personnages clairement antisémites. Et je rappelle quand même que Jean-Marie Le Pen a été condamné à plusieurs reprises pour toute une série de choses, mais notamment pour des propos caractérisés comme des propos antisémites. Et qu'un parti politique, sauf à faire totalement son aggiornamento, à tirer un trait, à totalement, je dirais, nier et envoyer valdinguer par-dessus les moulins son passé, son fondateur, ses racines, enfin vraiment ce qu'on appelle, chez les Italiens, on a appelé ça, s'agissant du Parti communiste italien, l'aggiornamento, ne peut pas sembler amnésique et vouloir tout d'un coup se blanchir. Donc moi, j'oublie pas l'histoire, j'oublie pas les racines de l'extrême droite française, qui sont les mêmes racines que d'autres extrêmes droites en Europe. Et dans ces racines-là, c'est très patenté dans les racines, dans les origines de l'antisémitisme caractérisé. Et tout cela est parfaitement documenté. Et même dans l'entourage actuel de Mme Le Pen. Mais évidemment, ce ne sont pas du tout des gens qui sont mis en avant. Ce ne sont pas des gens qui sont envoyés siéger à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Enfin, il y a peu de RN au Sénat, mais enfin, ni particulièrement mis en vitrine comme porte-parole de je sais pas quoi et ça. Il y a des gens qui sont encore et toujours actuellement, parce qu'ils sont anciens gudards, mais parce qu'ils sont toujours engagés dans des réseaux, dans des cénacles, etc. Donc voilà. Donc je ne suis pas dupe, je ne suis pas naïve et je ne suis pas amnésique. Et c'est ce que j'essaye de rappeler à mes compatriotes. Maintenant, autre chose également, je crois qu'une grande partie du positionnement actuel du Rassemblement national est inspirée par des considérations qui ne viennent pas peut-être toutes de l'engagement sincère en faveur de la lutte contre l'antisémitisme. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui sont sincères et je ne dis rien quant à la sincérité ou l'absence de sincérité de M. Bardella ou de Mme Le Pen, mais peut-être qu'il n'y a pas que des considérations de grande sincérité. Il peut y avoir des considérations peut-être plus politiques, plus politiciennes, plus opportunistes, plus électoralistes. Et honnêtement, pour en avoir souvent parlé quand même avec des gens plus ou moins proches du Rassemblement national, je ne parle pas des grands leaders même, des militants, des électeurs un peu sous les radars, qui ne sont pas députés ou députés européens, etc. etc. Et je dis les choses, là encore une fois, très très cash. La haine de l'arabe est si forte, encore, au sein du Rassemblement national, qu'elle amène à beaucoup de choses. Voilà. Donc j'essaye simplement de dire, chacun est libre, chacun choisit qui il veut pour le représenter, chacun en France
nous pouvons avoir cette totale liberté de vote, cette totale liberté de choix, cette totale liberté d'expression, pour peu qu'on ne franchisse pas les bornes fixées par les lois de la République. J'appelle simplement tous mes compatriotes, de manière générale sur tous les sujets, mais à commencer par ce sujet-là, à ne pas être naïf, à ne pas être dupe, à regarder la réalité passée, présente et à analyser réellement s'il y a de l'humanisme, de la tolérance et un vrai engagement sincère pour lutter contre toutes les formes de haine et contre toutes les formes de racisme et contre toutes les formes de discrimination au sein du Rassemblement national aujourd'hui. Constance Le Grip, je rappelle que vous êtes députée apparentée Ensemble et présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. Je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Radio Shalom. Merci de votre invitation. Je vous souhaite une bonne soirée. À vous de même. Merci.